Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de l'intégration de Linux avec la solution de bureau virtuel de Microsoft qui s'appelle Azure Virtual Desktop. Alors souvent en premier lieu quand on pense à proposer du desktop et en particulier quand on le propose de façon dématérialisée sous forme de PC virtuel, on a tout de suite le réflexe de penser évidemment à Windows, ce qui est une bonne chose en soi. Mais on trouve aussi tout un tas de personnes ou de raisons, par exemple les développeurs qui aiment bien souvent accéder à des systèmes installés sous Linux. Et je vous propose dans cette session de regarder ce que l'on peut faire justement à ce sujet. Et pour ça, on va avoir deux possibilités qui existent à l'heure où j'enregistre la vidéo. Donc la première option, qui est une solution qui va reposer sur le sous-système Windows pour Linux. Donc c'est une fonctionnalité intégrée à Windows qui est apparue avec Windows 10. Fonctionnalité qui s'appelle donc WSL, le Windows Subsystem for Linux. Et l'intérêt de cette fonctionnalité, c'est que pour des développeurs, on peut exécuter un environnement Linux directement dans Windows. Donc c'est un vrai Linux, c'est une vraie distribution avec un vrai noyau. Et la plupart des utilitaires auxquels on peut être habitué dans le monde de Linux, les applications et les outils en ligne de commande vont fonctionner directement sur Windows, sans modification particulière de l'OS. Et donc ça a un intérêt, c'est que notamment ça évite soit d'avoir à monter une VM à côté ou éventuellement encore de configurer son poste avec un double démarrage. Et puis on va regarder ensuite une autre solution cette fois-ci qui va permettre de directement se connecter à un vrai Linux cette fois-ci qui va être exécuté également dans Azure. Et donc je vais vous montrer comment, moyennant quelques étapes de configuration, on va pouvoir interfacer la partie Azure Virtual Desktop avec ce système sous Linux pour s'y connecter depuis le client officiel. Alors première partie, on va donc regarder maintenant comment mettre en œuvre WSL dans une machine virtuelle, donc, et notamment la version 2 qui permet d'utiliser un noyau Linux réel et qui présente plein d'avantages, notamment en termes de compatibilité des appels système et puis avec des performances extrêmement bonnes. Les prérequis, alors évidemment pour utiliser Azure Virtual Desktop dans ce contexte, vous avez besoin d'une souscription Azure. Et ensuite au niveau du pool dot de machines virtuelles, il vous faut installer des systèmes un minimum en Windows 10 build 20.04 ou les builds ultérieurs bien sûr, ou alors vous passez directement sur Windows 11 pour profiter de WSL2. Alors pour mieux visualiser ce qu'on va faire, donc ici vous avez un schéma de principe. On a donc notre abonnement Azure ici, on a un petit réseau virtuel avec un sous-réseau qui va contenir notre hôte de session Windows 11 et on va mettre en route la fonctionnalité WSL sur ce Windows 11 et regarder ce qu'on peut faire ensuite une fois que la fonctionnalité est activée. Alors je ne reviendrai pas ici au niveau de cette vidéo sur la configuration du pool dot et les caractéristiques du contrôle plan AVD. On a d'autres vidéos déjà qui traitent de ce sujet. Donc là on va vraiment se concentrer sur la partie purement système WSL. Alors première étape évidemment depuis votre client AVD vous vous connectez à l'hôte de session Windows 11. Et pour installer les composants requis pour activer WSL, vous allez d'abord ouvrir une invite PowerShell avec les privilèges administrateurs. Vous allez en avoir besoin pour installer le sous-système Windows pour Linux. Donc c'est parti, on fait clic droit Run as administrator. Et maintenant, pour installer WSL2, la procédure est extrêmement simple. On a besoin de passer une commande, donc WSL install. Et cette commande active les fonctionnalités nécessaires pour exécuter WSL et installer une première distribution Linux. Donc par défaut, c'est la distribution Ubuntu qui va être téléchargée et installée juste après avoir exécuté cette commande. Alors c'est parti, on va lancer la commande. Donc là, vous allez avoir plusieurs actions. On va activer les composants WSL, la plateforme de la machine virtuelle. On va télécharger, installer le dernier noyau Linux. La commande va définir la version 2 de WSL comme valeur par défaut. Et puis, comme je vous le disais, on va installer automatiquement la distribution Ubuntu. Alors en général, il va vous demander après cette partie-là de faire un redémarrage de la machine. Et quand vous allez redémarrer,
vous allez voir ce terminal qui va s'ouvrir et qui va vous préciser qu'il est en train de finaliser l'installation d'Ubuntu. Mais surtout, il va vous demander de créer un compte utilisateur et un mot de passe pour votre distribution Linux. Donc c'est le compte utilisateur qui va bénéficier des privilèges administrateur Linux, donc notamment la capacité d'exécuter des commandes d'administration de type sudo. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. On entre le nom de l'utilisateur. Je vais ensuite renseigner un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Et suite à ça, eh ben, on récupère directement l'accès en mode shell à la distribution Linux. Et là, je suis maintenant dans mon Linux et je peux vraiment travailler dans cet environnement comme dans un vrai Linux. Alors dans les bonnes pratiques, je vous recommande de mettre à jour les packages du gestionnaire de packages de cette distribution. Donc pour ce faire, on va utiliser la commande sudo apt update et sudo apt upgrade. Comme ça, on va directement partir sur un environnement totalement à jour. Alors pour information également, sachez que ce sont des tâches à faire de façon régulière, hein. Windows ne va pas automatiquement mettre à jour ou mettre à niveau les distributions Linux qui sont installées dans WSL. C'est bien quelque chose à faire ou à automatiser en tout cas de son côté. Mais en général, ça pose pas trop de problème puisque c'est une tâche que les utilisateurs Linux préfèrent contrôler eux-mêmes. Voilà, on confirme, donc là on va utiliser un peu d'espace disque, on confirme qu'on veut mettre à jour toute la distribution. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez pouvoir ensuite faire plusieurs choses intéressantes. Donc je vais vous montrer également comment vérifier notamment l'état de la version de WSL. Donc là, une fois que tout est à jour, vous pouvez revenir dans votre interpréteur de commande PowerShell par exemple, et vous tapez la commande WSL-L-V. Et ici, on peut constater qu'on a bien notre distribution Linux qui est en cours d'exécution et qui tourne bien dans la version 2 de WSL. Alors version 2, c'est intéressant de l'avoir parce qu'évidemment, au-delà de la partie performance, compatibilité des appels système, il y a plein d'autres petites choses sympathiques. On verra juste après, notamment possibilité d'exécuter des applications graphiques également directement. Voilà, vous pouvez aussi mettre à jour directement le moteur WSL avec cette commande WSL-update. Donc là, pour récupérer les dernières features de la fonctionnalité. Et une fois que vous avez fait cette mise à jour, bah, les changements, on vous explique que les changements vont prendre effet lors du prochain redémarrage, non pas de Windows mais de WSL. Donc là, pour redémarrer uniquement ce composant-là, ce sous-système, vous avez la commande WSL-shutdown qui vous fait ça en 2 coups de cuillère à peau. Alors une fois que votre système et votre distribution sont prêts, ce qu'on remarque tout de suite déjà, c'est l'intégration dans le menu démarrer de Windows. Donc c'est toujours pratique pour récupérer l'accès à son terminal. Ici, vous voyez, en ouvrant le Start menu, on voit bien ici le Ubuntu qui est apparu. Et donc en cliquant dessus, on ouvre directement le terminal et puis toutes les commandes système habituelles Linux sont utilisables. Si vous souhaitez un terminal un petit peu plus évolué, je vous recommande de récupérer le Windows Terminal qui est disponible gratuitement sur le Microsoft Store. Alors c'est assez sympathique comme terminal puisque au-delà du look and feel, vous pouvez pas mal personnaliser. Vous pouvez notamment rajouter configurer des actions personnalisées, des raccourcis clavier notamment pour adapter le terminal à vos préférences. Vous pouvez configurer des profils de démarrage par défaut. Vous allez pouvoir configurer par exemple des profils SSH, des titres d'onglets. Donc c'est assez pratique quand vous souhaitez jongler justement entre pas mal de systèmes. Voilà, donc vous allez sur le Microsoft Store, vous tapez Windows Terminal et puis vous cliquez sur Get pour l'installer. Ouais, et vous voyez juste après, donc ici, ce terminal permet d'avoir plusieurs onglets. Donc je peux avoir un onglet par exemple PowerShell sur mon système Windows et je peux dégainer le shell de ma distribution fraîchement installée Ubuntu directement. Alors, autre aspect hyper intéressant, c'est également l'intégration du système de fichiers de la distribution Linux avec l'explorateur de fichiers Windows. Donc vous pouvez parcourir ce système de fichiers. Alors pour l'invoquer directement quand vous êtes dans votre shell Linux, vous tapez explorer.exe pour lancer donc le processus, suivi du point. Il va vous ouvrir directement dans votre répertoire courant
directement votre arborescence du file system Linux. Donc c'est assez pratique quand vous avez des projets justement purement Linux et que vous souhaitez rapidement récupérer des fichiers ou en déposer. Vous avez cette facilité-là grâce à l'intégration avec l'explorateur de fichiers Windows. Voilà, également, comme je vous disais, avec partir de WSL2, on peut exécuter des applications graphiques, donc des applications GUI Linux qui sont bâties autour du moteur graphique, alors soit X11, soit Wayland, et ça de façon entièrement intégrée en termes d'expérience au bureau Windows. Là, je vous ai pris un petit exemple avec VLC. Donc j'ai installé dans la distribution Linux avec un apt install. Et quand j'exécute VLC, donc je vais le voir apparaître vraiment dans le bureau Windows, au même titre qu'une application Windows. Et en termes d'intégration, on va aussi également le retrouver intégré dans le menu démarrer. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut lancer des applications Linux à partir du menu démarrer de Windows. Et vous allez pouvoir les épingler par exemple à la barre des tâches, basculer entre des applications Linux Windows en utilisant le fameux Alt Tab, et puis beaucoup plus pratique encore, les fonctions de copier-coller dans des applications Windows et Linux également vont fonctionner. Et puis enfin, alors si on est plutôt développeur, alors cerise sur le gâteau, pour les personnes en tout cas qui ont vocation à développer des conteneurs au format Docker, vous allez pouvoir récupérer la version Docker Desktop pour Windows et configurer Docker pour s'intégrer avec WSL2. Alors le gros intérêt de cette intégration, c'est que vous allez pouvoir utiliser WSL2 en tant que backend Linux et exécuter des conteneurs distants, donc des conteneurs au format Linux, tout en utilisant votre IDE préférée sur Windows, donc par exemple un Visual Studio Code qui vous permet de modifier, déboguer votre code, et ensuite pour tester ça, vous allez pouvoir exécuter votre conteneur dans la partie WSL pour vérifier que tout ça fonctionne bien. Donc très pratique pour les développeurs également cette intégration WSL2. Alors jusqu'à présent, je vous ai montré pas mal de choses sur la distribution par défaut. On peut changer cette distribution-là, il n'y a pas que Ubuntu. Alors si vous souhaitez la modifier et installer une autre distribution, vous pouvez utiliser la commande alors WSL list online pour afficher les distributions supportées, disponibles. Donc vous voyez ici dans la liste, on va retrouver des distributions classiques, Ubuntu, Debian, du Kali Linux, de l'OpenSUSE, du SLES également. Alors si vous souhaitez changer sur cette distribution de base, et ben, à ce moment-là, vous pouvez taper la commande WSL -install -d et puis vous indiquer le nom de la distribution que vous souhaitez mettre en place. Et donc vous pouvez avoir comme ça plusieurs distributions Linux. Voilà pour cette partie WSL, donc première façon de faire du Linux sur Azure Virtual Desktop. Encore une fois, c'est un vrai Linux qui tourne à l'intérieur de Windows, hein. On peut vraiment tout faire à l'intérieur et je vous ai montré quelques cas d'utilisation assez en vogue. Maintenant, on va regarder la possibilité vraiment de se connecter à un pur système Linux, donc là une vraie machine virtuelle installée avec un OS Linux. Et donc on va faire ça via l'utilisation d'un composant, d'un package qui s'appelle XRDP, et puis la publication d'une remote app côté Azure Virtual Desktop pour pouvoir interfacer les deux. Alors pour illustrer ça, je vous montre ici ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Donc on a toujours ici notre contrôle plan AVD. On va se retrouver, comme je disais ici, avec une machine virtuelle, cette fois-ci installée sous Linux. Donc là, dans le cas de cette vidéo, j'ai fait le choix de partir sur une Ubuntu 22.04. Mais le principe va fonctionner avec n'importe quelle distribution. Alors je l'héberge dans un sous-réseau propre aux environnements Linux. Et on va se servir également de la machine virtuelle sous Windows qui va nous permettre de publier une remote app qui va, elle, se connecter en RDP à cette machine Linux. Et puis enfin, j'ai rajouté ici un bastion. Alors là, c'est plutôt pour faciliter la prise en main à distance au départ sur la machine Linux, puisqu'on va avoir un peu de configuration à faire, configuration système côté Ubuntu. Alors c'est parti, on démarre avec le déploiement d'une VM dans Azure.
Moi, comme je vous disais, j'ai fait le choix d'une Ubuntu Server 22.04. Donc là, j'ai pris une image Marketplace très standard. Vous pouvez trouver toutes les distributions quasiment disponibles dans le monde Linux sur la Marketplace Azure. Donc on déploie la machine. Et une fois que la machine ici est déployée dans son sous-réseau, je vais donc devoir l'administrer pour installer quelques composants. Et donc pour ça, j'utilise le fameux Bastion. Donc ici, je vais sur la VM, je fais Connect et je choisis Bastion. Je rentre les informations d'un compte utilisateur à privilège pour lancer la connexion SSH dans le navigateur. Et donc j'arrive ici directement sur cette Ubuntu 22.04. Alors première chose qu'en général on aime bien faire, en tout cas que je vous préconise de faire, c'est de commencer par une bonne mise à jour de l'index des packages système. Donc ici un sudo apt update pour démarrer. Alors deuxième étape, suite à la mise à jour des packages système, on va ensuite venir installer un environnement de bureau. Alors vous pouvez installer le package Xubuntu. Euh, Concrètement, ça va vous donner un bureau XFCE avec tous les packages XFCE 4 notamment, quelques packages additionnels qui sont fournis dans cet environnement de bureau, et vous aurez le terminal Xubuntu. Donc ça c'est un choix que là-dessus vous avez la main en tout cas pour mettre votre environnement de bureau favori. Moi, dans le cadre de cette vidéo, j'ai préféré partir sur l'environnement de bureau Ubuntu Desktop pour avoir la version de bureau et l'expérience notamment GNOME. Alors, c'est un petit peu plus lourd, il y a un peu plus de software par défaut, mais quand on est en mode prise en main à distance sur du RDP, c'est toujours plus sympathique d'avoir une expérience de bureau un peu plus conviviale que le XFCE de base qui est peut-être un peu plus rudimentaire. Mais encore une fois, chacun aura son appréciation sur la question. Donc là, en tout cas, moi, je vais partir sur le package Ubuntu Desktop, qui va me proposer ensuite d'installer le gestionnaire de session. Ici, je vais installer GDM3, qui est le gestionnaire de session standard de l'environnement GNOME, puis son bureau GNOME Shell. Donc là, ici, on choisit GDM3 et on fait OK. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'évidemment, il y a pas mal de packages à déployer, installer. Donc là, vous avez quelques minutes. Vous pouvez aller prendre un café quand vous le faites en situation réelle, mais je vous ai raccourci évidemment cette étape-là. Une fois que votre environnement de desktop est prêt, on va cette fois-ci installer le package XRDP. Alors, XRDP, c'est une implémentation gratuite en version open source en fait du serveur Microsoft RDP, du bureau à distance, et qui permet en fait à d'autres systèmes d'exploitation que Windows de fournir cette expérience de bureau à distance entièrement fonctionnelle et compatible avec le protocole Remote Desktop. Donc là, à partir du moment où on a ce package, on peut ouvrir un client RDP et puis se connecter vers la machine. Donc ici, on confirme l'installation du package avec Yes. Une fois qu'il est installé, un rapide check sur le bon fonctionnement du service. Donc ici, on fait sudo systemctl status XRDP et on voit donc que la partie XRDP est active et puis qu'on est bien en écoute sur le port 3389. Donc c'est bien ça qui va nous intéresser, puisqu'on va initier une connexion vers le 3389 depuis notre hôte de session Windows qui est juste devant. Alors en termes de sécurité également, on a besoin de rajouter l'utilisateur XRDP au groupe Linux SSL Cert parce que le composant XRDP a besoin d'utiliser un fichier de clé alors qui est dans ETC, SSL Private, SSL Cert Snake Oil pour pouvoir notamment chiffrer la communication. Donc voilà, il faut simplement faire ce add user et c'est bon au niveau de la configuration de XRDP. On peut redémarrer un coup le service pour prendre en compte les changements. Et puis pour ajouter quand même un peu de sécurité, ce qu'on vient faire ici, c'est configurer le pare-feu. Donc là, le pare-feu au sens Linux, directement dans le système, pour autoriser alors soit une adresse IP, soit un range d'adresse IP à initier une connexion vers le port 3389. Alors ce que je fais ici, c'est que j'autorise en fait l'hôte de session Windows 11 qui est juste devant, et uniquement cet hôte de session à déclencher une connexion en 3389 vers cette machine Linux. Donc la commande, sudo ufw allo, et puis vous précisez si votre IP, votre range, et puis
vers n'importe quelle destination et surtout le port 3389. Une fois que c'est bon, vous rechargez la configuration du pare-feu avec un sudo ufw reload. Et puis, dans les dernières étapes de configuration, je vais venir ici éditer un script de démarrage XRDP pour pouvoir forcer l'utilisation de l'environnement GNOME quand je me connecte à distance en RDP. Donc là, j'édite ce fichier start.wm.sh et au tout début du fichier, je vais écrire ces deux commandes d'export en fait de variables d'environnement, d'accord, qui font faire en sorte que je vais pouvoir récupérer l'expérience GNOME et avoir un look and feel qui serait le même que si je me connectais en direct sur le système Linux. Ok, on sauvegarde le fichier. On redémarre un coup la machine Linux. Donc là, évidemment, on perd la connexion depuis le bastion. Mais notre machine Linux maintenant est prête. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la configuration, c'est-à-dire cette fois-ci, on va se connecter à l'hôte de session Windows 11 qui est dans le sous-réseau Windows, juste devant. Alors pour que vous suiviez bien le fil, hein, je vous ai remis ici le petit schéma, si vous vous rappelez tout à l'heure. On vient de terminer la configuration de XRDP de la machine Ubuntu ici. Et on va maintenant travailler sur cette machine-là pour créer en fait quelques fichiers qui vont être nécessaires pour pouvoir appeler une remote app et donc se connecter de bout en bout du client AVD en passant par le contrôle plan, en sécurisant le flux ici 3389 en HTTPS et enfin en déclenchant l'appel ici du bureau à distance vers cette distribution Linux. Alors pour ce faire, donc quand j'ouvre directement ici par exemple mon explorateur de fichiers, on va créer un répertoire par exemple Linux à la racine du C2 point. Vous ouvrez ensuite le client MSTSC et vous paramétrez ce client-là avec l'adresse IP ou le nom d'hôte, si vous avez la résolution DNS, de la machine Linux. Donc là, dans mon cas de figure, hein, j'ai mis l'adresse IP de mon Linux hein, qui est en 0.10. Et je vais enregistrer cette configuration en tant que fichier RDP dans le dossier c2.linux. Voilà, donc c'est ce qu'on a ici. On a un fichier qui s'appelle c2.linux ubuntu 2204.rdp. Donc ça c'est important puisqu'on va voir ensuite que c'est ce qu'on va déclencher quand on va justement appeler la remote app. On va déclencher un appel avec une ligne de commande qui va appeler ce fichier-là et donc pour déclencher la connexion. Donc une fois que ça c'est fait, je me déconnecte de Windows 11. Je peux maintenant aller sur le portail Azure. J'ouvre la section Azure Virtual Desktop. Je viens après dans le groupe d'applications. Je récupère un groupe d'applications qui publie des remote apps. Je viens dans la section Manage ici Application. Et là, on va publier une application donc basée sur un chemin. On va aller chercher l'exécutable c2.windows system32 mstsc.exe. On va donner un nom. On indique un petit nom un peu plus convivial, donc ça c'est le nom qui va apparaître dans votre client riche AVD. Vous pouvez indiquer un icône, c'est toujours plus sympathique. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un icône qui vous convient. Il vous suffit simplement de télécharger votre fichier au format PNG dans la machine virtuelle Windows 11. Et puis moi par exemple dans ce cas-là j'avais créé un dossier icons et puis j'ai mis cette icône dedans. On indique 0 en termes d'index, pas besoin de description ici. Et puis j'indique surtout à la fin qu'on veut exécuter le MSTSC avec un argument de ligne de commande. Et donc c'est ici que je vais passer le fichier RDP en argument pour que à l'appel de la remote app, ce MSTSC soit configuré avec ces informations et donc on fasse un appel direct au système Linux qui se trouve derrière. Une fois que donc vous avez tous ces paramètres renseignés, vous cliquez sur Save. Ensuite, vous ouvrez sur votre poste utilisateur votre client riche Azure Virtual Desktop. Alors vous serez certainement amené à faire un petit rafraîchissement de votre flux pour faire apparaître cette fois-ci, vous voyez l'icône qu'on vient de configurer, le Ubuntu Desktop. Et quand on va cliquer dessus, eh ben, on va aller appeler le MSTSC du Windows 11 qui va lui-même se connecter en 3389 vers le système Linux qui se trouve derrière. Et donc pour l'utilisateur, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que l'application démarre et on va même pas voir le Windows, on va tout de suite se retrouver connecté sur la mire d'authentification de Ubuntu.
Et donc à partir de là, bah, je saisis mon nom d'utilisateur et mon mot de passe Linux. Je valide ces informations et je retrouve mon environnement desktop GNOME directement en RDP et avec tous les bénéfices de sécurité apportés par la couche VDI Azure Virtual Desktop. Voilà, on est arrivé au bout de cette session. J'espère que ces informations vous auront été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette session et à bientôt bah, pour de nouveaux sujets.